Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une interview qui est en français. Ça fait du bien des fois de parler français, j'aime bien. Aujourd'hui, je suis avec Lula Morales qui est coach en charisme, qui Oui, accompagne essentiellement des hommes à être, en fait, comment on peut dire ça, une meilleure version d'eux-mêmes du coup? une version d'eux-mêmes plus charismatique, vraiment. Une version d'eux-mêmes qui obtient plus facilement ce qu'ils veulent en réalité, Ok, dans tous les domaines de leur vie. c'est En génial gros, ça. plus convaincant, on va dire. C'est ça, c'est très très bien. Donc aujourd'hui, coach en charisme, entrepreneur depuis maintenant très très longtemps, parce que aussi longtemps que je me souvienne, depuis le temps que je te connais, tu étais déjà entrepreneur, hein. Tu faisais d'autres choses Alors, éventuellement à côté, mais je travaille dans le milieu du coaching depuis 8 ans et on va dire que je me suis lancée du côté entrepreneur de la force il y a vraiment 3 ans. Mhm. Mais jusqu'ici, on va dire que j'étais toujours freelance et j'ai toujours eu une activité à côté. En gros, pendant 10 ans, parce que j'ai écrit mes premiers articles sur le web à 23 ans et je vais en avoir 33, pendant 10 ans, j'ai vraiment à chaque fois une espèce de double vie, une espèce d'activité parallèle où je construisais ma carrière en tant que coach. Je ne sais pas si tu m'entends bien d'ailleurs, parce qu'il y a des je bateaux t'entends, derrière moi. je t'entends bien, ça va. Nickel. Et en gros, il y avait d'un côté donc mes activités classiques et je construisais très doucement ma carrière de coach à côté. Mhm. Et donc, j'écrivais des bouquins, je bloguais, je travaillais pour d'autres coachs, j'apprenais, je me formais, je travaillais dans les médias, je travaillais à la radio, etc. Et je construisais comme ça on va dire je construisais mon palmarès de coach doucement et je me suis vraiment lancée pour de bon 3 ans plus tôt et je vis de ça depuis maintenant 1 an et demi à peu près, 2 ans. Ok, super. C'est quoi les problématiques sur lesquelles tu interviens avec tes clients? Qu'est-ce que c'est ton quotidien de coach? C'est quoi les problèmes des gens qui viennent te voir? La plupart des gens qui viennent me voir souffrent on va dire, d'humiliation. C'est horrible à dire, mais c'est vrai. La plupart de mes élèves souffrent un peu d'une humiliation. Ça peut être une humiliation passée qui a gardé des traces, en fait, qui a laissé des traces par le passé. Et ça peut être aussi des humiliations récurrentes. C'est-à-dire qu'ils se sentent complètement pressurisés par leur environnement et ils ont l'impression qu'ils n'ont pas beaucoup de pouvoir, qu'ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre dans leur vie. Et la plupart du temps, ils souffrent comme ça de se sentir impuissants au quotidien, au sens figuré, hein, commencez pas, mais à se sentir un petit peu impuissants face à des situations qui ne leur plaisent pas, tout simplement parce qu'ils ne se sentent pas les épaules nécessaires, ils ne se sentent pas assez charismatiques, ils ne se sentent pas eux-mêmes assez puissants pour reprendre leur vie en main. Et en réalité, la plupart du temps, les élèves viennent me voir parce qu'ils veulent apprendre à séduire ou alors ils veulent apprendre à être plus convaincants. Et la plupart du temps, ce que je fais, c'est que je pointe du doigt justement ces problèmes internes et ces situations, ces expériences internes qui ont abîmé leur image d'eux, qui ont abîmé leur estime d'eux. Et ça peut être souvent des humiliations passées ou des humiliations récurrentes, en fait, fréquentes. Ok. En gros. Donc, comme on le fait dans finalement toutes les formes de coaching, même si toi tu interviens sur le charisme et l'environnement des relations, etc., on va chercher les blessures qui ont créé les situations qui posent problème aujourd'hui, qui ont créé les blocages, et tu vas aller travailler ces blessures avec eux? Absolument, parce que tu te rends vraiment compte que ça impacte le charisme. En réalité, notre corps parle pour nous, notre Mhm. langage non verbal parle pour nous. Toi et moi, on a tous les deux eu des phases. Je te connaissais à l'époque déjà où on a arrêté le café et tu me disais toi-même, c'est fou comme ça peut changer en fait un comportement. Et c'est exactement la même chose avec les problèmes en fait. Certains problèmes peuvent directement affecter notre communication non verbale, Mhm. peuvent affecter notre perception de la situation, peuvent affecter la manière dont on se perçoit et dont on perçoit les autres. Ça nous est tous arrivé de se sentir super bien un jour et il y a quelqu'un qui apparaît dans ton champ de vision, cette personne, tu la juges mieux que toi, plus intéressante, etc. Ou alors, cette personne t'a fait de la peine et tout d'un coup, tu as l'impression de n'être plus rien alors que Mhm. jusqu'ici, tout allait très bien. Eh bien, c'est un peu la même chose avec tes problèmes. Tes problèmes sont cette personne qui va te poursuivre et qui va te faire te sentir moins beau, moins intelligent, moins brillant. Et en fait, ce que je veux faire, c'est revenir en fait sur ces blessures-là et apprendre aux gens à prendre leur revanche un petit peu sur ce genre de blessures. Moi, je suis pas exclusivement là pour les guérir avec le cœur. Je suis aussi là pour mettre en place des actions concrètes pour Mhm. dépasser vraiment ça et prendre sa revanche littéralement sur les gens et prendre sa revanche sur la vie en vrai. D'accord, super, hyper intéressant. Et en général, quel est le mouvement que tu observes chez tes clients? Si tu veux, une fois que tu as travaillé avec eux sur ça, leur vie après par rapport à leur vie avant, ça donne quoi? Quels sont les trucs que tu observes régulièrement? La plupart du temps, ça commence par un espèce d'immense soulagement. La plupart du temps, dès les premières séances, tu vois une différence parce que j'ai déjà tout de suite mis le doigt sur ce qui n'allait pas
Et déjà, le premier truc, c'est je sens une espèce d'ouverture et de libération. La plupart de mes élèves se surprennent à développer une vie sociale comme ça, alors que du jour au lendemain, ils n'en avaient pas. J'ai un de mes élèves comme ça ça a été très émouvant pour moi. Il était venu à une soirée que j'avais organisée avec des potes et j'ai ma meilleure amie que tu connais, Jeanne-Marie, qui lui a dit alors qu'est-ce que t'as apporté Lula? Et il m'a tout simplement dit comme ça avant Lula, je n'avais juste pas de vie. Et grâce à Lula, maintenant j'ai une vie et notamment une vie sociale. Je me suis fait des amis, j'ai rencontré des gens, je flirte avec des filles. J'avais un de mes élèves qui était en fixette depuis 6 mois sur une fille. Genre, ça faisait 6 mois qu'il avait quitté sa compagne d'une décennie pour cette fille. Et il s'était fait rejeter par cette fille. Et cette fille, c'était sa collègue de boulot. Je ne sais pas si tu imagines le bordel. Oh, le sac tous de les jours, merde. donc, tous les jours, il croisait cette fille pour qui il avait plus qu'un crush, hein, c'était une obsession, une fixette. Et tous les jours, il était confronté à l'humiliation de s'être fait rejeter par cette fille. Maintenant, il est capable de la croiser, il n'en a plus rien à faire. Il a rencontré d'autres filles, il a rencontré une autre fille qu'il voit très régulièrement et dont il est en train doucement de tomber amoureux. Bon, je vous le dis, il ne sait pas qu'il est en train de tomber amoureux d'elle, mais il me parle d'elle depuis 5 minutes. Il a fini par admettre qu'il allait potentiellement se mettre en couple avec elle et il se voit, etc. Et il a complètement oublié cette nana. Genre maintenant, quand il la croise, ça lui fait presque plus ni chaud ni froid. Donc, cette fixette qu'il avait, qui l'empêchait de dormir, qui le rendait malheureux au quotidien et qui le faisait se sentir humilié au quotidien, parce que tous les jours, il avait souligné la fille qu'il avait rejetée. Il était comme ça. Il marchait sur des œufs au bureau. Il n'a plus ça du tout. Maintenant, il est confiant. Il a rencontré des filles. Il s'éclate. Il est ici sur Barcelone. Il sort et il a rencontré des potes. Il a une vie sociale et une vie amoureuse épanouie, en fait, maintenant. C'est extraordinaire. C'est marrant parce que je pensais pas aller sur cette direction-là, mais ce sujet, je suis sûr qu'il va être intéressant pour les gens qui nous écoutent. Et parce que toi et moi, on n'est pas d'accord. Le fait de pécho des gens avec qui on travaille. Tu sais que moi, c'est ma marque de fabrique, putain. Tu sais que je crois que t'es un des seuls mecs avec qui j'ai dû collaborer, avec qui il s'est rien passé. Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas Lula et moi personnellement, moi j'ai une règle absolue, hein, c'est don't poop where you eat, no the bad job, vous appelez ça comme vous voulez. Je ne fraternise pas de cette façon-là avec les professionnels. Je peux devenir pote avec eux, il n'y a pas de problème, mais on se voit habillés. Lula, par contre… Mais c'est ma marque, c'est ma signature. Ouais. 75% des mecs avec qui je suis sortie dans ma vie étaient mes collègues. Voilà, là, je suis en couple depuis 1 an et demi avec mon compagnon et c'est un des rares mecs avec qui je suis sortie. On ne s'est pas rencontrés par voie professionnelle, en fait. Et ça fait sens parce que 30% des couples et des mariages qui se font se sont faits sur le milieu professionnel. En réalité, je vais très succinctement t'expliquer mon point de vue, puis après tu peux m'expliquer le tien. Même si on le connaît, c'est tout simplement que la compétence, c'est quelque chose d'extrêmement sexy, ok? Quand tu montres tes compétences, le milieu professionnel est l'opportunité aussi de montrer ce que tu sais faire. Tu as développé des skills, tu as développé des compétences et tu les mets en pratique sous les yeux d'autres personnes qui ne détiennent pas ces compétences et qui, du coup, sont un peu admiratifs de ça. Et c'est quelque chose qui est assez sexy, au final. Et c'est la raison pour laquelle, justement, il y a autant de couples qui, malgré tout, se forment au bureau. Et là, justement, j'ai un de mes élèves qui m'a dit « Oui, j'ai rencontré Nana au bureau et je sais qu'elle admire. Elle a déjà avoué à d'autres personnes qu'elle m'admirait pour mon courage et pour mes capacités. » La compétence, c'est sexy. La compétence fait partie de tes piliers de valeur et des choses que tu dois mettre en avant quand tu rencontres une fille. Et au boulot, c'est le must pour ça. Donne-moi ton point de vue maintenant. Je suis obligé de te poser une question parce que je viens de décider que ça allait être ça le titre de cette interview. Parce que Vas-y. ta clique à souhait. Peut-on pécho ses clients? Je ne l'ai encore jamais fait. Lula, coach, va nous donner la réponse. Je ne l'ai encore jamais fait. Je pense que ça n'arrive… Alors, quand c'est client coaching, ça dépend pourquoi. Si, par exemple, c'était du coaching en développement financier, par exemple, toi, tu fais notamment de la digital stratégie, entre autres, je pense que pour toi, oui, péchoter client ne devrait pas te poser de soucis. En ce qui me concerne, j'interviens dire… Spoiler alert, je ne le fais pas. Hein. Je vais t'expliquer pourquoi. Ok, tu m'expliqueras pourquoi après. Moi, en ce qui me concerne, je ne peux pas le faire non plus. Je crois qu'il y a eu un accident. Non, je pense que c'est juste un camion qui s'est arrêté. Tant que c'est pas le chien n'a pas aboyé, donc ça va. The dog didn't bark, so I think it was not that serious. Donc, comme je te disais, moi, en ce qui me concerne, je touche directement à la vie sentimentale de mes élèves. Et je suis confrontée directement
on va dire, aux dysfonctions de mes élèves sur le plan amoureux. Donc, on va dire que moi, de mon côté, ça me fait pas forcément très envie. Et j'ai toujours un peu peur de les manipuler. En fait, il m'est déjà arrivé de croiser certains élèves que je trouvais très beaux, très mignons, etc. Mais malheureusement, il y a toujours un moment où je voyais justement leur dysfonction ou alors j'avais un peu peur justement de devenir trop subjective quand il s'agissait de leur vie amoureuse. Parce que justement, je pouvais être potentiellement attirée par eux. Donc, quand ils me disaient qu'ils se prenaient des râteaux, j'étais quoi? Quoi? Toi, tu te prends des râteaux? Mais non, arrête, t'es un mec incroyable, t'es super beau en plus, arrête. Donc, voilà, j'étais. Voilà. Donc, on va dire que je prends une distance avec mes élèves en tout cas. Okay. Et toi, pourquoi est-ce que tu te tapes pas tes élèves? Pour une très simple raison, en fait. Florian comme moi, on intervient dans leur business, dans le cœur de leur activité, dans le cœur de leur vie. C'est-à-dire que on est partie prenante, même si c'est pas nous qui en avons la responsabilité, mais on est partie prenante de leur réussite, de leur vie entière. Ça met un rapport de force extrêmement malsain si nous, on se permettait d'être demandeur de quelque chose. Parce que ça subcommunique qu'il y aura peut-être des conséquences si la personne, elle dit non. Bien sûr, nous, c'est pas notre cas, hein, mais ça peut le subcommuniquer malgré nous. Ça met la personne dans une situation absolument abominable de rapport de force, de manipulation, sous-entendu. Tu vas pas réussir dans la vie si tu me dis pas oui. Quelle horreur. Ouais, Je dois absolument pas vivre ça avec qui que ce soit. Je le souhaite à personne. Et c'est pour ça que moi, j'ai une règle absolue, c'est que je ne vais pas faire la démarche de séduction envers quelqu'un avec qui je travaille, même de manière générale. Je ne dis pas que à l'échelle d'une vie, par la force des choses, il peut pas se passer un truc. Je sais pas, ça m'est jamais arrivé. Mais moi, je vais pas le provoquer en tout cas. D'accord. Après, effectivement, c'est pas la même chose quand c'est un rapport pas de subordination, mais en gros, quand il y a un rapport de force, le rapport de force élève, coach, et c'est vrai qu'il est tellement dominant, surtout quand justement ton élève se remet vraiment à toi, que là, je peux, et puis d'autant plus que tu es un mec, on va dire que de mon côté, je parais plus inoffensive, je parais moins, non mais, bon, on s'est compris, mais je parais, on va dire, moins dangereuse que toi. Toi, en ce qui te concerne, tu peux constituer un danger, ne serait-ce que parce que tu es un mâle et que les gens peuvent comprendre que du coup, tu peux constituer. C'est surtout qu'en dehors de ça, en fait, si tu veux, moi, je me suis catalogué moi-même comme ayant une spécialité dans la persuasion et l'influence. Chose que je dis moins, justement, parce que ça subcommunique des choses que j'ai pas envie de subcommuniquer. Il y a beaucoup de personnes encore aujourd'hui qui pensent que on peut, si on a les bonnes compétences, manipuler qui on veut. Moi, je leur répète systématiquement que tu peux pas emmener quelqu'un quelque part où il ne veut pas aller, de toute façon. Tu peux éventuellement révéler le fait que profondément en lui, il ne le sait pas, mais il veut y aller. Mais si tu veux profondément pas faire un truc, personne ne peut te le faire faire. La manipulation a ses limites. Mais effectivement, sachant que j'ai ces compétences, sachant que moi je placarde à tout le monde que j'ai été 8 ans dans la séduction, dans ces trucs-là, on a l'impression que j'ai des pouvoirs magiques de hippie vaudou avec son chapeau. En fait, non. Mais toi et moi, c'est à travers cette communauté-là, d'ailleurs, qu'on s'est rencontrés, à travers Céline notamment. Oui, c'est vrai. Effectivement, je ne vais pas tester. Ça fait des années maintenant que tu es entrepreneur. Quels sont les plus gros challenges que tu as traversés en tant qu'entrepreneur? Oh mon Dieu, la peur de ne pas être légitime et la peur de faire de l'argent et la procrastination, les 3 plus gros problèmes. Syndrome de l'imposteur et blocage avec l'argent. Ça, je crois que c'est 2 plus gros trucs que je traite avec mes clients en coaching. Complètement. Et en fait, je les ai tous les 3 traités. Je peux très succinctement t'expliquer comment. Carrément, ouais. Mais je vais essayer de ne pas aller trop loin parce que bien évidemment, on va dire qu'on n'a pas forcément toujours le temps. Mais en gros, ma peur de l'imposteur, la première chose que j'ai fait, c'est que je me suis formée de manière légitime, tout simplement. Je suis allée me former. Je me suis dit, OK, qu'est-ce qui te manque? Une qualification? Je vais aller chercher la qualification. Très bien. Ensuite, j'ai compris un truc, c'est que à partir du moment où je vendais un mouvement que j'avais opéré moi-même et qui avait fonctionné, à partir du moment où je portais dans ma chair aussi le mouvement que je promouvais auprès de mes clients, ça allait. D'accord? Je me suis dit, après tout, moi, je l'ai fait, d'accord? Il y a 10 ans, je n'étais pas la même personne. Il y a 5 ans, je n'étais pas la même personne. L'année dernière, j'étais encore pas la même personne. Ça veut dire que je suis en constante évolution et si les gens qui m'avaient connue il y a 10 ans, n'auraient pas misé un copec sur moi, concrètement. Vraiment. Et moi donc? N'est-ce pas? Hashtag, t'as vu les photos? Heureusement non. Hashtag, tu cours que quand il y a un ours derrière, n'est-ce pas?
Alors ça, pour l'anecdote, pour ceux qui écoutent et qui ne comprennent pas, je pense que l'année avant de commencer la course à pied, j'avais une vraie phrase, un vrai mantra de vie, c'est « je ne cours que si un gros animal veut me manger ». Aujourd'hui, je cours 50 bornes en montagne. Voilà, et moi j'étais mondialement connue pour mon appétence pour les pizzas, le Coca Light et les sushis au saumon, et aujourd'hui je suis végane donc. Elle mange des graines. Oui, et du sable et des cailloux, c'est bon les cailloux. Donc voilà, et en gros, ces évolutions-là, j'ai connu l'inconfort de ces évolutions-là, je les connais, je sais à quel point c'est dur, je sais à quel point tu crois pas en toi, et je sais à quel point c'est difficile de changer de vie, et puis les gens, et puis tu perds des amis, tu le sais très bien aussi, on en avait déjà parlé sur Faster Today à l'époque, j'avais fait un article là-dessus, tu te rappelles, tu perds tes potes quand tu évolues, quand tu changes, quand tu connais le succès, t'as pas envie, il y a des gens qui te font du chantage affectif, et tu sais ce que c'est aussi que tu as peur. Et la deuxième chose qui m'avait fait peur, c'était mon rapport à l'argent. J'ai toujours eu l'impression que je ne devais pas gagner plus d'un SMIC. Je n'avais pas le droit de gagner plus d'un SMIC. Sauf que je me suis rendu compte que d'une part, je méritais plus d'un SMIC parce que ce que j'apportais à mes élèves révolutionnait littéralement leur vie. Il y avait un avant et un après moi. Ouais, donc je me suis dit, il y a des boulots moins utiles où tu es beaucoup mieux payé. Et aussi, il y a quelque chose qui m'a énormément aidée, c'est que je me suis rendu compte que en fait, ce n'était pas moi qui serais trop payée à partir du moment où je dépasserais le SMIC, c'était plutôt les gens qui n'étaient pas assez payés. D'accord ? Le rapport de différence entre, dans les très très grandes entreprises, entre le salaire le plus bas et le salaire du patron, c'est quelque chose comme plusieurs centaines de fois. D'accord ? Ça veut dire qu'un patron gagne quelques centaines de fois plus que la personne au plus bas de l'échelle. J'ai envie de dire, le problème, ce n'est pas moi qui gagneraient potentiellement trop d'argent, c'est les autres en fait qui ne gagnent pas assez d'argent. Bien sûr. Et l'argent qui est mal distribué. Mais moi, personnellement, je pense gagner ma part honnête d'argent aujourd'hui. La troisième chose qui m'avait beaucoup fait mal, c'était la procrastination. En plus, je souffre, je pense, souffrir, non, je dirais pas ça. Je dirais plutôt que j'ai un très très fort soupçon de TDAH. Et ce qui fait que du coup... Tu crois ? Sans déconner. Alors, vous venez d'assister à un diagnostic en live, en interview. Non, mais meuf, t'es en train de courir, t'es en train de parler de la chose que t'aimes le plus au monde, t'es distraite par un papillon. Même Jeanne-Marie m'a offert un livre sur l'hyperactivité. Elle m'a fait « Non, lis-le, tu me gonfles. Lis-le, tu vas te faire diagnostiquer. » Et en fait, ce qui m'a énormément aidée, c'est... déjà, je me suis... Ah oui, chose que j'ai fait très importante, c'est j'ai brûlé le navire, en fait. Ça veut dire on dit burn the bridges. Ça veut dire que j'ai fait en sorte que j'ai pas le choix, en fait. Je me suis un peu, on va dire, c'est dangereux de faire ça, mais moi, je l'ai fait. Je me suis littéralement coupé toutes les opportunités de revenir en arrière. Je ne me suis pas laissé d'opportunité de revenir en arrière. De fait, j'ai pas le choix, je travaille. En fait, si tu bosses pas, tu n'as pas d'argent. Si tu n'as pas d'argent, je paye pas mon loyer au bord de la mer et je peux pas me payer mon club de gym avec la piscine sur le toit. Tu vois. Donc je dis ok, tu veux ton appartement vue mer et tu veux ta piscine sur le toit, bon bah très bien, tu vas bosser en fait. Et l'autre chose aussi que j'ai fait, c'est que dans la mesure où j'ai compris justement que j'avais tous les symptômes, en tout cas d'un TDAH, qui n'est pas encore diagnostiqué officiellement, mais qui, toutes les personnes me connaissent doivent à peu près... Enfin, toutes les personnes qui me connaissent me regardent comme ça en disant « Sans déconner, t'as pas un TDAH, toi !» Voilà. J'ai mis en place justement des stratégies très efficaces pour essayer de limiter justement les distractions et pour être beaucoup plus efficace. Et aussi, dernière chose que je peux vous conseiller, c'est de trouver vraiment quelque chose qui vous excite à faire parce que bien évidemment, sinon... Enfin, moi là, ma grosse obsession en ce moment, c'est revenir sur YouTube et poster une vidéo par jour. Je commence ma journée à 5h30 et je la finis à 23h et je passe ma vie à monter des vidéos. Donc, parce que je suis obsédée par l'idée de monter des vidéos en ce moment, tu vois. On a lancé un service qui va te plaire, Lula. Je t'en reparlerai. Un abonnement de montage illimité. Ou c'est plus toi qui t'en occupes parce qu'on en avait marre nous-mêmes de ce truc. Parce que moi, je suis une bille en montage et tu le sais. Et que j'ai pas envie de faire du contenu, mais j'avais surtout pas envie de le monter. Ah, je me souviens, il y a 2 ans, 2 ans déjà, tu étais en galère avec ça. Genre, tu me dis, attends, ça veut dire que je vais devoir couper chaque séquence. J'ai fait, ben oui, mais c'est chiant à faire. Je fais, ben c'est le montage. On a trouvé une solution, on a créé une entreprise. Intéressant. Je pense que ça vaut le coup que je jette un œil dessus, effectivement. Comment faire sa promo en live pas exprès. Et ça, attends, parce que là, il y a une vraie leçon d'entrepreneuriat.
quand tu as un produit ou un service qui répond vraiment aux vrais besoins fondamentaux des gens, tu n'as pas besoin de faire de communication. En fait, tu leur dis juste, hey, regarde, ça existe. Exact. Le plus important, c'est que les personnes qui ont besoin de ton produit en entendent parler. Mais pour C'est ça, la base même, en fait. pour ça, il faut une vraie connaissance client. Nous, c'est le cœur de notre travail parce qu'il faut comprendre les besoins fondamentaux des gens avec qui tu veux travailler. Et c'est ton cas dans le charisme et dans la séduction, dans les relations, dans tout ça. Tu connais les problématiques de tes clients sur le bout des doigts. Oui, parce que d'une part, parce que je les ai expérimentés, et d'autre part, parce que ça fait des années que je suis confrontée à ça en tant qu'individu et en tant que coach aussi. Ouais, Ça veut dire, je connais mes élèves, je sais quels sont les problèmes qu'ils traversent. Et comme je te l'ai dit, encore une fois, ça fait des années que je suis confrontée à eux sur le terrain et ça fait des années aussi que j'admets que qu'ils ont vécu dans ma chair. Donc, oui, je connais sur le bout des doigts leurs problèmes. Quand je les entends parler, je sais exactement où ils veulent en venir, en fait. Bien sûr. Il y a ce sentiment où des fois, les gens que tu coaches, ils ont l'impression que tu es plus haut qu'eux. En fait, non, on n'est pas plus haut. C'est juste qu'on a une compétence bien précise, qu'on a développée énormément et qu'on a été face à la situation des centaines, voire des milliers de fois. Donc, en fait, ce que d'autres mettront 6 heures à voir, il nous faut une demi-seconde. C'est pas juste qu'on est plus intelligent, qu'on est meilleur. On a juste plus l'habitude, en fait. C'est devenu un automatisme. Exact. Et puis, bon, au bout d'un moment, on a tous son champ de compétences. Ouais. Et le plus important, c'est déjà que ce soit une compétence qui t'éclate. Et puis, en plus de ça, de la mettre en avant et de savoir de savoir l'utiliser à bon escient. C'est tout. Et les conseils, enfin, tu peux être très très bon justement en communication et en séduction, mais tu peux être aussi une quiche en autre chose. Et il faut pas que les gens se sous-estiment. Il faut juste que les gens se disent, ok, les compétences qu'ils disposent, je les ai pas, mais j'ai des compétences dont eux ne disposent pas. Il y a des millions de gens qui ont des compétences dont Mais alors, qu'est-ce qui t'arrive? On a un chien qui participe à l'interview en live. Il grince un peu. Faut l'huiler un peu. Il grince. Il dirait une porte. Viens ici, toi. Qu'est-ce qui t'arrive, bébé? Il y a son maître qui est rentré à l'intérieur. Maman, amour, je suis là. Viens ici. Viens voir tata. Il m'aime pas, hein, ce chien, je crois. Ah là là. Come over here. Le là, c'est que je vais pas couper ça au montage. Hein. J'en ai rien à branler. Alors, mais... c'est un grand moment de live. Tu me connais, de toute façon. Et ouais, on parle effectivement de chacun ayant ses compétences. Effectivement, moi, depuis aussi longtemps que je te connaisse, je t'ai toujours vu, mais naturellement, sans que ce soit un effort pour toi, conseiller et analyser et regarder les situations relationnelles des gens autour de toi. De même que moi, si tu veux, j'ai cette problématique-là sur le coaching humain, sur les blessures et sur le business, sur la partie attracting clients. Mais enfin, chacun a ses compétences. Et tu m'as regardé nager, tu sais que je ne sais pas tout faire. Hein. Je nage comme un caillou croisé avec un hippocampe. C'est une brasse au-dessus, une brasse en dessous, mais pas exprès, tu vois. Reviens à Barcelone, je t'apprendrai. Je suis devenue forte là-dessus. Si je vais à Barcelone, c'est pour boire de la sangria, pas pour nager. Bah, tu vas couler en fait. Sangria plus eau, c'est pas forcément très bonne idée. C'est pas grave, je prendrai une bouée, des brassards. Tu as également écrit plusieurs livres, tu es en train d'en écrire un, si j'ai bien compris aussi. Le 3e va sortir. Alors, ça fait 1 an que je dis que le 3e va sortir, mais il va sortir. Il est là, il est prêt, il est dans les cartons, il attend. De quoi ça traite ces livres? De quoi ils parlent? Qu'est-ce qu'ils apportent aux gens? Et ensuite, qu'est-ce qu'ils t'ont apporté à toi en tant qu'entrepreneur? Alors, donc ça parle justement d'amour et de séduction. Alors, le premier livre, c'était en gros ce que les femmes attendent des hommes et ne leur diront jamais. Le deuxième, c'était trouver la bonne. Et le troisième, c'est donc mesdames, oser séduire. Donc, c'est en fait, à chaque fois, c'est à peu près basé de la même manière. J'explique peu ou prou le contexte. En fait, mes trois bouquins sont à peu près articulés pareil pour une raison, c'est que je considère qu'il y a 3 facteurs essentiels en séduction. C'est le contexte de la rencontre et le contexte global de la vie, ta valeur perçue ou ta valeur réelle, et ta communication. Et en fait, dans les 3, je fais la même chose. Je pose un contexte. Okay. Je pose le contexte dans lequel on se trouve, un contexte contemporain, le contexte… par exemple, dans mon premier livre, ce que les femmes attendent des hommes mais ne leur diront jamais, je pose le contexte et j'explique ce que c'est que d'être dans la peau d'une femme pour que les hommes comprennent le contexte global de comment est-ce qu'une femme arrive face à eux et quelle est leur histoire. Qu'est-ce qui fait que quand une femme arrive face à eux, elles ont déjà une histoire, elles ont déjà un contexte, elles ont quelque chose en tête. Ensuite, je parle de la valeur. C'est quoi ? Enfin, quels sont les éléments de valeur sur lesquels tu dois faire attention et pour lesquels tu dois monter. Et enfin, je donne des techniques de communication, ça veut dire être plus efficace dans sa séduction globale. Je le fais dans mes 3 bouquins.
Qu'est-ce que ça apporte à mes élèves? Mes bouquins sont en général assez complets et je donne souvent des principes de base. Je ne me contente pas de dire tiens-toi droit, cette phrase-là, cette petite phrase magique va bien aider, etc. Je donne des principes. Et normalement, si tu appliques ces principes, tu devrais justement monter en valeur, comprendre mieux le contexte et donc monter en charisme d'un coup. Et qu'est-ce que ça m'a apporté en tant qu'entrepreneur? Ça m'a apporté un peu on va dire, de crédibilité. Quand tu dis que tu as écrit des bouquins, qu'ils ont été édités, qu'ils sont passés à la FNAC et tout, ça donne un petit crédit aussi. Okay. Moi, ça m'aide énormément d'avoir ce genre de projet aussi. J'aime écrire en global, en fait. Écrire, c'est ma première passion, avant tout le reste. Et donc, j'aime m'asseoir pendant des heures et des heures et des heures à écrire. Et le fait d'avoir un espèce de fil rouge comme ça, d'avoir comme ça un projet sur plusieurs mois, sur lequel j'écris, je bosse et tout, c'est un truc qui me fait du bien. Ça m'apporte un certain équilibre d'avoir cette espèce de fil rouge. Et ça m'a forcé à faire des recherches, forcément, parce que du coup, pour alimenter mon bouquin, je fais souvent des recherches. Et du coup, et puis de faire des interviews, etc., des enquêtes. Et ça m'aide énormément aussi pour la suite de mon travail. Ça fait de moi aussi une meilleure coach après, en vrai. Bien sûr. Hyper intéressant. Ok. On va passer aux petites questions de fin, toujours un peu les mêmes, je les aime bien. Elles surprennent toujours les invités puisque je les préviens pas. Okay. Si tu ne devais garder qu'un seul livre avec toi, ce serait lequel? Le pouvoir illimité de Tony Robbins, je crois. Pourquoi celui-là? Alors, en fait, c'est ce livre-là qui a tout changé. J'avais 23 ans, j'étais vendeuse, je sortais avec mon patron. Voilà, elle recommence. Je sortais avec mon patron qui était un pervers narcissique de première et en gros, c'était très, très, très violent. Et en fait, ce livre a été le premier élément qui m'a... C'est dommage parce que c'est à travers un livre que j'ai compris que je pouvais faire ce que je voulais de ma vie et que je n'étais pas coincée dans une vie de merde. J'aurais aimé qu'on me le dise de vive voix, mais c'est un livre qui me l'a appris. Et j'avais 23 ans et je trouvais ce livre absolument génial. J'étais complètement mind blown par ce livre. J'étais « Waouh, c'est incroyable !» Et mon ex, justement, ce pervers, me disait « Il faut que tu arrêtes ce livre, on dirait un truc de secte. Oh là là, tu vas arrêter de me lire ça tout de suite. » Donc, je permets déjà de commenter mes lectures. Et en fait, ce livre-là a un peu tout déclenché. Parce que même si j'ai continué à travailler dans le commerce après pendant des années, parce que j'ai fait 10 ans de commerce en tout, même si j'ai continué à travailler dans le commerce pendant des années, je savais que c'était pas ma voie. Et j'avais utilisé pour la première fois justement la loi d'attraction en écrivant une espèce de lettre d'intention où j'avais dit que j'habiterais dans le 14e arrondissement, etc. etc. Et tu te rappelles d'où j'habitais quand j'habitais à Paris? Oui, dans le Mordor. Le 14e arrondissement, effectivement. Ouais, le Mordor, ouais. Le mauvais côté de l'eau. C'est le mauvais côté de l'eau. Mais c'est pas parce que toi, tu habites d'un côté de l'eau qu'on habitait du mauvais côté de l'eau, hein, d'accord? Les Parisiens savent. Oui, effectivement. Les Parisiens jugeront d'eux-mêmes. J'étais à 5 minutes de Montparnasse, pardon, j'étais pas non plus à Pétaouchnac, merde, bref. Elle était du mauvais côté de l'eau. Non, j'étais pas du mauvais côté de l'eau, c'était toi qui étais du côté... Non, pas de... Bref, on s'en fout. Continuons. Toujours est-il que c'est grâce à ce livre, en fait, que j'ai pu reprendre ma vie en main et je me suis dit, il faut toujours avoir quelque part un exemplaire du pouvoir illimité qui traîne. Comme ça, quand j'ai un petit coup de mot, je le rouvre, je le lis un petit peu. C'est comme certaines personnes, effectivement, le côté sectaire un peu. Certaines personnes utilisent des livres religieux sur leur table de chevet et les relient pour aller chercher conseil quelque part. Bah, moi, c'est le pouvoir illimité. Je le rouvre, je regarde, je dis, ok. Je le referme et puis je repars de plus belle, il me fait du bien. J'ai acheté 4 ou 5 exemplaires que j'ai toujours déchirés au fur et à mesure parce qu'ils traînaient dans mon sac complètement destroy. Et du coup, j'ai dû à chaque fois en racheter un autre, mais c'est une constante. Moi, c'est pensé pour moi-même de Marc Aurèle que je pense que j'ai acheté, donné, prêté, perdu à peu près 17 fois. Et ça fait partie de tes livres références. C'est ton livre référence? C'est un de mes livres références avec Libres enfants de Summerhill, avec Think and Grow Rich de Napoleon Hill et quelques autres. Ok. Bon. D'autres questions? Oui, d'autres questions. Si tu devais donner un conseil, un seul, aux entrepreneurs qui nous écoutent, ce serait lequel? Multipliez vos entrées d'argent. Donc, de diversifier les sources de revenus. Jamais.
Vous m'entendez? Jamais. Même si vous avez un gros client qui vous paye $10 000 par jour, ayez quand même quelque part 2 ou 3 clients qui vous payent autre chose. Vraiment, jamais, jamais, jamais ne compter que sur un seul gros client qui vous paye suffisamment. C'est paresseux de faire ça. Parce que c'est un piège dans lequel mon propre compagnon est tombé l'année dernière. Il avait un client et ce client a fait de la merde et du coup, il s'est retrouvé dans la merde. Moi-même, j'avais un seul client à chaque fois. J'avais travaillé en free pour quelques clients, mais c'était genre un gros client du genre, à l'époque, c'était Yann Piette et aussi Morning Kiss. Et j'avais tout le temps genre un principal client qui était mon principal apporteur d'affaires ou qui m'apportait en général, ouais, qui était ma principale source de revenus. Et à chaque fois, quand ces gens m'ont lâché, déjà, je le vivais comme un licenciement, en fait, alors qu'en vrai, c'était mes clients, c'était pas mes patrons. Ça aussi, c'est un piège. Du coup, quand tu as un seul gros client, tu te considères comme ton patron, tu ne le considères pas comme ton client. Et du coup, j'ai compris la leçon. Plus jamais, du coup, je diversifie mes sources de revenus. J'essaie d'en créer plusieurs. J'ai plusieurs clients, bien évidemment. Et du coup, ça fait que quand il y en a un qui me lâche, je sais que j'ai d'autres sources de revenus sur lesquelles m'appuyer. Et au final, ça équivaut pour moi concrètement à la sécurité d'un CDI. Pour moi, si tu as plusieurs sources de revenus, tu es autant en sécurité dans ta vie. Si tu fais ça et que tu gères correctement ton argent, tu es autant en sécurité que si tu étais en CDI, selon moi. Yes, qu'est-ce que t'en penses, toi? Je suis complètement d'accord avec ça. Et de toute façon, tu l'as dit, et ça se résume en une phrase, ça je le répète tout à mes clients. Si tu as un seul gros client, tu es employé. Tu es dans du salariat précaire. Exactement. Exactement. Il faut jamais prendre un client que tu ne peux pas perdre, en fait. Sinon, le rapport de force, il est biaisé. Il ne faut jamais prendre un client que tu ne peux pas perdre. Intéressant. Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter les trop gros clients ou qu'il faut refuser un trop gros client? Ah non, ça veut dire qu'il ne faut pas que tu en dépendes pour vivre. Je pense qu'à ce moment-là, quand tu as un très, très, très gros client qui vient, il faut que tu sois en mesure de déléguer pour malgré tout avoir un peu de place pour prendre d'autres clients derrière. Par exemple. Mais en dehors de ça, en fait, c'est à tout moment, si ton client il se comporte mal, il ne faut pas que ce soit l'argent qui t'empêche, par exemple, de le virer. Moi, j'ai déjà dit à des clients qui payaient des sommes importantes. C'est comme ça que ça se passe maintenant. Si ça ne te convient pas, on arrête. Et ça aurait fait une perte financière, hein, mais en fait, je suis pas un employé, je suis pas un larbin, je suis pas un prestataire. Je suis coach. On vient me chercher pour avoir une solution. Voici la solution, elle te convient pas, barre-toi en fait. J'ai assez de clients et j'ai assez de demandes et je suis pas un client prêt. Hein. Donc si tu n'es pas capable de faire ça, tu es dépendant. Je suis absolument d'accord avec toi pour le coup. Et effectivement, le problème, c'est que oui, tu te mets à brosser ton client dans le sens du poil et tu es un peu esclave de ton client et c'est vrai, c'est vraiment problématique. Je pense aussi que du coup, quand tu as un très gros client qui vient, je conseillerais d'investir un peu l'argent de ton client dans de la délégation pour faire de la place pour un autre client en fait, ou pour d'autres clients. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, c'est ce que je dirais. Par exemple, il n'y a pas de bonne réponse ici, il y a plein de solutions possibles. J'ai jamais pris un seul trop gros client à la fois. J'ai toujours multiplié les clients en fait. Parce que j'ai toujours préféré travailler sur 5 clients intermédiaires plutôt que d'en avoir un seul qui me payait très 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 cher. Mais ça, c'est mon confort de travail. Moi, je préfère multiplier effectivement les clients et les problématiques, mais parce que je m'ennuie vite sinon. J'aime bien diversifier ce que je fais. C'est moi personnel. Il y a des gens que je connais, ils préfèrent avoir un domaine d'expertise sur un seul client, sur une seule niche, ultra pointue, être capable d'être payé des sommes mais absolument aberrantes par rapport au reste du marché, hein, j'entends. Hein, parce qu'il n'y a pas de trop cher, pas assez cher, on s'en fout, juste par rapport à la moyenne du marché. Mais parce qu'ils ne savent faire que ça, ils ne veulent faire que ça. Moi, aujourd'hui, je me suis spécialisé dans le fait d'accompagner humainement et ensuite professionnellement des entrepreneurs qui bossent d'une certaine façon, qui ont un certain type de produit, etc. Mais je ne suis pas, par exemple, le coach des entrepreneurs dans la nutrition. Ok, je vois tout à fait. Si je faisais ça, je pourrais avoir les 3 plus gros de la nutrition, par exemple en France ou en Europe, qui seraient mes clients, et puis c'est tout, je m'arrête en fait. Oui, je connais des entrepreneurs qui font ça. Oui, mais je trouve que c'est très bien à condition à ce moment-là que tu mets de l'argent de côté, et je trouve toujours que c'est un peu dangereux parce que tu peux effectivement perdre des clients. Et quand t'en perds un, c'est compliqué après. C'est une question de plaisir. Encore une fois, si tu ne peux pas te permettre de perdre un client, tu es employé. Je suis d'accord. Moi, ce que je fais, je m'amuse. C'est pour ça que je refuse des clients. S'il y a un client qui vient me voir, que je sens que sa problématique, elle ne m'intéresse pas, si je sens qu'il n'a pas le bon mindset, si je sens que je ne vais pas prendre du plaisir à travailler avec lui, je lui dis non, en fait. Il y a assez de coachs sur le marché. Je suis d'accord. Je suis absolument d'accord.
Si tu recommençais aujourd'hui à zéro, est-ce que tu prendrais un autre chemin pour arriver là où tu es aujourd'hui? Je pense que je perdrais moins de temps à procrastiner et je pense juste que je ferais la même chose, juste en plus vite. Ça veut Mhm. dire, si je revenais au point de départ d'il y a 10 ans avec tout ce que je sais aujourd'hui, juste je mettrais beaucoup moins de temps à faire la même chose en fait. Mhm. Je ferais à peu près tout pareil. Je pense que je prendrais les mêmes décisions. Je pense que voilà, mais juste je saurais quelles sont les erreurs en fait à ne pas commettre et je ferais exactement la même chose en plus rapide. Mais Mhm. autrement, mon parcours, j'ai l'impression qu'en fait j'ai connecté les points. Ça veut dire par exemple j'ai fait du commerce, j'ai été en fac de psycho, puis j'ai fait du commerce et aujourd'hui je suis coach en séduction, qui est un peu la convergence des deux au final. Ce qui fait que si j'avais pas fait 10 ans de commerce, j'aurais pas été aussi bonne en communication. Donc, je ne regrette par exemple pas d'avoir fait, de m'être lancée dans le commerce, tu vois. Pourtant, j'ai fait ça pendant longtemps et j'ai maudit travailler là-dedans parce que c'était pas le job de mes rêves et que c'était pas ce que je voulais faire. Mais au final, ça a contribué à me rendre bonne dans mon métier en fait. Mhm, bien sûr. Pareil même au niveau amoureux en fait. Je ferais tout juste plus vite. J'ai pas rencontré l'amour tout de suite, pas comme les gens que je connais qui ont rencontré une seule personne à l'âge de 17 ou 20 ans. J'ai plein d'exemples comme ça et qui sont aujourd'hui en couple depuis donc 10, 15, 20 ans. Mais au final, c'est parce que je me suis beaucoup cassé la gueule, en amour notamment, qu'aujourd'hui, je suis capable de mettre en place des relations beaucoup plus saines. Tu vois ce Mhm. que je veux dire? Et au final, j'ai l'impression que chaque erreur, chaque chose que j'ai commis, chaque élément de mon expérience aujourd'hui me sert dans ma vie, Mhm. me Je suis sert d'accord dans avec mon, toi. me sert dans mon business. Donc, j'ai aucun regret. Les seules erreurs que je regrette, les seules les erreurs qui m'ont laissé des remords, c'est celles qui ont blessé des gens autour de moi, mais sinon, ou qui ont occasionné des résultats négatifs chez les gens, ou en tout cas des problèmes chez les gens, mais autrement, je changerais rien, je ferais la même chose. Je ferais juste la même chose, exactement la même chose, en plus rapide. Point. Ça marche. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour finir cette interview? Oui, posez vraiment la première chose que vous devez faire si vous voulez que ce soit dans votre carrière, dans votre business, vis-à-vis de vos clients ou dans votre vie personnelle aussi. Première chose, c'est en amont, avant toute interaction humaine, prenez le temps, asseyez-vous avec vous-même et prenez le temps de faire le point sur quels sont, c'est la base en fait du charisme, c'est quels sont les comportements que je suis prêt à accepter de la part des autres individus Mhm. et quels sont les comportements qui font que je ne devrais jamais pardonner les gens ou que je devrais me détourner des gens pour ce qu'ils font. La majeure part, et que ce soit un client justement un peu trop gros, pour revenir là-dessus, qui du coup se permet quelque part de ne pas te respecter, qui se permet de tirer sur la corde trop souvent, ou que ce soit ce mec ou cette nana qui se permet de ne jamais te rappeler et qui t'appelle à 22h pour que tu débarques chez lui comme si tu étais à sa disposition, prenez le temps de faire un point sur le comportement que vous méritez parce qu'on apprend aux gens comment nous traiter. Mhm. C'est nous qui apprenons aux gens comment on nous traite. Si quelqu'un ne vous traite pas bien, c'est parce qu'il a l'impression qu'il peut se le permettre et c'est parce que vous lui avez donné l'impression qu'il peut se permettre. Et ça, c'est valable dans tous les domaines de votre vie, dans votre business, avec les personnes avec qui vous voulez sortir, dans votre famille ou avec vos amis. Prenez le temps d'élaborer vos boundaries, vos limites. Mhm. Et ne laissez jamais personne outrepasser ses limites, quand bien même c'est Scarlett Johansson, quand bien même c'est Bill Gates, jamais, c'est n'importe qui, parce que c'est parce que vous ne laisserez pas les gens dépasser vos limites qu'ils ne les dépasseront, qu'ils ne les dépasseront pas. Ah là là, ça devait être le moment épique où je mettais le doigt et tout, et puis j'ai tout fait chier à la dernière seconde. C'était une très bonne fin quand même. Où est-ce qu'on te retrouve si on ne te connaît pas? Alors, vous me retrouvez sur lulamoralescoaching.com, qui est mon site internet. Vous pouvez m'écrire à bonjour@lulamoralescoaching.com. Je suis aussi disponible sur YouTube et sur Instagram. Sur YouTube, je suis Lula Morales, tout simplement. Et sur Instagram, je suis Maxime Lula Morales. Très bien. On mettra de toute façon tout ça dans la description de cette vidéo. Je pense que je vais l'uploader dans le podcast aussi, c'est intéressant. Et ben écoute, merci Lula pour le temps que tu m'as accordé. Merci pour tout ce que tu as Merci à toi. partagé avec les gens qui nous écoutent. Merci à toi de m'avoir donné l'occasion de parler. C'était un plaisir.
J'espère que tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'à maintenant ont passé un bon moment avec nous. J'espère qu'ils ont relevé toutes les phrases qui étaient très importantes, toutes les choses qu'on a appris aujourd'hui. Et il y en a eu beaucoup. Et c'est très souvent comme ça, à travers un échange qui peut paraître anodin au premier rapport, qu'il y a des choses très, très, très importantes qui sont transmises autour de l'entrepreneuriat, autour de la vie personnelle, du dev perso et des choses comme ça. J'espère que vous les avez relevées. Et si vous pensez que ça peut aider quelqu'un d'autre, envoyez-lui. Ne faites pas ce que fait tout le monde de publier ça partout sur Facebook. 80% des gens qui vous suivent, ils s'en foutent. Mais si vous pensez que ça peut aider une personne, c'est à celle-là qu'il faut l'envoyer. Merci à tous. Merci Lula. Je Et à t'embrasse très fort. bientôt. On se tient au jus. Gros bisous.